merci pour votre présence à cette conférence animée par le docteur El Hadj Abdourahmane Diouf. Je voudrais avant tout remercier très chaleureusement Tawhid TV donc, de nous avoir associés à ce rendez-vous de réflexion autour d'une problématique qui nous intéresse beaucoup. Remercier aussi la direction du CICES pour nous avoir facilité les locaux afin de pouvoir tenir donc, ce rendez-vous. Remercier in fine le docteur El Hadj Abdourahmane Diouf pour sa disponibilité et la facilité avec laquelle il accepte justement d'animer cette conférence. Je m'appelle Mamadou Hadi Deme, je suis docteur en sciences politiques, enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, je suis chargé de faire la modération de la conférence, mais j'aimerais préciser que j'ai une conception très réductrice de la modération. Le thème qui nous réunit ce matin, c'est la situation géopolitique mondiale et la crise en Ukraine. Quelles répercussions pour l'Afrique? Alors, la conférence sera animée par le docteur El Hadj Abdourahmane Diouf, comme je viens de le dire. El Hadj Abdourahmane Diouf, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus aux Sénégalais. Tant il a fait ses preuves sur le plan politique, sur le plan intellectuel et aussi sur le plan social. El Hadj Abdourahmane Diouf est docteur en droit international économique et président du parti Awalé. Donc, sans pour tarder, comme je l'ai dit, j'ai une perception minimaliste de la modération. Je vais lui laisser la parole pour introduire le thème. Docteur, vous avez la parole. Assalamu alaikum, bonjour. Bonjour docteur Deme et merci de me transmettre la parole. Mes salutations distinguées aussi à toute la direction générale de Tawhid TV, à la personne de M. Diak, qui a eu l'amabilité de m'inviter à cette rencontre importante sur un thème tout aussi important pour les pays africains. C'est un thème qui n'est pas facile, parce que c'est un thème sur lequel des réflexions profondes n'ont pas été faites au jour d'aujourd'hui, parce que c'est pratiquement une thématique nouvelle et un positionnement nouveau pour les pays africains. Quand on nous demande de parler de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, en essayant de faire ressortir le positionnement des pays africains, c'est assez inédit, parce que l'Afrique ne se joue jamais pratiquement dans le monde à travers son propre prisme. C'est pour ça que je dirais que c'est un thème qui n'est pas facile. Ce que nous nous proposons de faire aujourd'hui, c'est, compte tenu de notre parcours, de notre toute petite expérience des relations internationales, mais aussi compte tenu de notre engagement afro-souverainiste, parce que nous considérons que l'Afrique est le nombril du monde. C'est compte tenu de ces différents éléments que nous allons essayer de proposer une lecture. Donc une lecture qui sera forcément subjective. Ce n'est pas un professeur d'université qui donne de façon docte ces points de vue qu'on ne peut pas remettre en cause. C'est juste à travers cette guerre essayer de présenter notre vision panafricaniste. Donc la dimension subjective est très assumée, parce que nous pensons qu'il est temps que l'Afrique se montre égoïste, si on veut, que l'Afrique essaie d'appréhender le monde à travers son propre prisme, et
que l'Afrique essaie d'analyser la situation géopolitique mondiale à travers ses propres intérêts, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc quand on parle de la guerre entre l'Ukraine et la Russie sous le prisme africain, il y a un certain nombre de choses qui nous reviennent en tête. Mais commençons par la place de l'Afrique dans le monde. L'Afrique, c'est ce continent qui, dit-on, est le berceau de l'humanité, mais qui, en matière d'institutions, est pratiquement la dernière née dans le monde. La plupart de nos pays sont arrivés à l'indépendance au début des années 60, fin des années 50, début des années 60, pendant que partout dans le monde, on a connu l'État moderne sous plusieurs formes et avec des niveaux d'aboutissement assez élevés. La France existe depuis des siècles, les États-Unis sont plus récents mais existent depuis des siècles, la Grande-Bretagne, la Chine est millénaire, la plupart des pays d'Asie sont millénaires. L'Afrique est tout aussi millénaire, mais telle que la façon dont le monde est aujourd'hui organisé, l'Afrique en tant qu'entité, nous y reviendrons, n'existe toujours pas encore, c'est mon point de vue. Et nos différents pays qui sont arrivés à l'indépendance il y a une soixantaine d'années sont encore des microstructures qui peinent à trouver leur place dans le monde. Donc l'Afrique dans le monde aujourd'hui, c'est des fragments d'États éparpillés qui ont conscience de l'existence d'intérêts communs, mais qui, à notre avis, n'ont pas encore travaillé pour que ces intérêts puissent être défendus par une seule voix et par un seul corps. Et c'est, à notre avis, toute la difficulté de l'Afrique à se mouvoir dans la géopolitique internationale, où il y a des très grands ensembles et des petits ensembles qui ne sont pas riches, mais qui ne sont pas politiquement organisés pour pouvoir parler d'une seule voix. Donc cette Afrique-là, c'est l'Afrique des 55 voix de l'Union africaine. Cette Afrique-là, c'est l'Afrique qui est dans le peloton de queue, si on peut s'exprimer ainsi en matière économique. C'est l'Afrique qui n'a pas de poids dans les négociations commerciales internationales. Et c'est l'Afrique qui est la proie, la cible de toutes les grandes puissances, au point que personne ne se préoccupe de son point de vue. On voudrait juste l'allumer d'un côté, à gauche ou à droite, partir de Varsovie ou OTAN. On voudrait faire de nous des pays et un continent arrimé aux intérêts des autres, un continent qui n'a pas réellement vraiment conscience de ses propres intérêts et qui ne comprend pas réellement les enjeux. Donc c'est de cette Afrique-là qu'on nous demande de parler dans le cadre de cette crise en 2022 opposant l'Ukraine et la Russie. Donc c'était très important de faire ce propos liminaire pour qu'on comprenne ensemble les enjeux et de quoi il s'agit. Maintenant, quand il y a une guerre entre deux États, parce que la particularité de cette guerre, c'est que l'Ukraine et la Russie proviennent d'une même entité. C'est l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, que les plus jeunes ne connaissent pas, parce que c'est une entité qui est disparue depuis 1991. Mais nous, notre génération, déjà à l'époque, quand on faisait le bac en 90, on ne parlait ni d'Ukraine ni de Russie. C'était vraiment l'URSS, et le monde était divisé en deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc, ils ont la particularité, l'Ukraine et la Russie, de sortir pratiquement des mêmes mamelles, d'avoir la même histoire, la même géographie et d'avoir défendu pendant longtemps les mêmes intérêts géostratégiques. Nous n'avons pas besoin de revenir en détail sur l'éclatement de l'URSS, mais toujours est-il que quand ce pays-là s'est désagrégé, du fait du jeu des pays de l'Occident au niveau de l'OTAN, on aura certainement l'occasion d'en reparler, ces pays se sont retrouvés du jour au lendemain avec des intérêts géostratégiques différents. La Russie, qui est le résidu le plus important de l'ancienne URSS, faisait partie du Pacte de Varsovie, donc du bloc de l'Est, a une conception un peu hégémoniste du monde que ses moyens économiques et politiques actuels ne lui permettent pas d'assumer. Donc la Russie, c'est un pays qui vit encore
du souvenir de sa grandeur d'antan et qui essaie de se repositionner dans le monde actuel pour ne pas perdre un certain nombre de privilèges. Or, d'autres pays comme l'Ukraine qui se sont affranchis de cette tutelle russe et de l'Union soviétique ont plus ou moins tendance à regarder de plus en plus vers l'Ouest, donc vers l'OTAN et vers les pays occidentaux. Donc voilà deux pays frontaliers qui ont eu la même histoire, la même géographie, les mêmes intérêts, qui se retrouvent être au milieu d'enjeux dont l'un des pays, la Russie, comprend très bien les enjeux, parce que la Russie a encore cette ambition hégémoniste, mais l'Ukraine a juste des velléités de séparation, a juste des velléités de s'arrimer à l'Occident pour avoir un peu plus de libéralisme et un peu plus de liberté. Donc c'est une guerre entre deux frères qui a priori ne nous concerne pas, mais qui par le fait de la géopolitique internationale amène les pays africains à devoir se prononcer. Et c'est là où le premier point de mon intervention a toute sa pertinence, c'est le point sur la neutralité. La neutralité, quand on en parle souvent, ça évoque deux positionnements dans le milieu international. Le premier positionnement résulte de la conférence de Bandung de 1955, avec la conférence de ce qu'on appelait à l'époque les pays non alignés. On sortait de la Deuxième Guerre mondiale, le monde était composé de deux blocs, et chaque bloc avait une prétention hégémoniste. Et il y avait un certain nombre de pays, d'Afrique et d'Asie notamment, qui étaient à l'aube de leur indépendance et qui pensaient qu'il n'était pas très pertinent de prendre parti, de s'aligner, et ils ont créé le mouvement des non-alignés. Mais la limite de ce mouvement, c'est qu'il s'agissait là-bas d'un non-alignement, donc d'une neutralité qui était plus ou moins passive. Je pense qu'ils n'ont pas suffisamment travaillé à la mise en cohérence et à la mise en œuvre d'intérêts communs. Ils étaient plutôt dans une attitude passive et défensive de ne pas s'arrimer au bloc existant. Mais il n'y avait pas de substance, il n'y avait pas vraiment beaucoup de réflexion, il n'y avait pas de contenu, il n'y avait pas d'orientation stratégique. C'était une façon de dire, nous avons la possibilité de nous tracer une nouvelle voie en tant que pays indépendant et nous nous donnons le droit de ne pas entrer dans vos querelles internes. Donc c'était une neutralité, mais une neutralité passive. Le deuxième point qui peut faire passer à la neutralité dans le milieu international, c'est le positionnement d'un pays comme la Suisse. L'Afrique, et j'y reviendrai, doit s'organiser pour pouvoir donner un point de vue qui ne soit pas le point de vue agrégé de 55 États qui ont des intérêts différents, mais ça doit être un intérêt commun, réfléchi et décliné en toute cohérence pour peser d'une seule voix dans le concert des nations. Et je considère que cette voix du Nini, cette neutralité-là, peut être encore plus active si tous les pays africains avaient décidé de parler d'une seule voix. Donc oui, nous les félicitons du point de vue de cet acte de courage, de lucidité, qui est un acte aussi d'anticipation sur le plan géostratégique et diplomatique, mais avec une limite importante qu'elle n'est pas coordonnée. Et on a eu l'impression que chaque pays, à travers ses intérêts égoïstes du moment, a pris un certain nombre de décisions qui ne sont pas mises en cohérence au niveau africain. Ça, c'était le premier point. On peut aussi appréhender cette discussion sur la guerre Ukraine-Russie du point de vue africain en matière de sécurité. C'est un domaine où l'Afrique aussi, malheureusement, ne pèse pas très lourd. Le Sénégal a ses frontières, a son armée. Micro-pays, micro-État, micro-armée face à des grands problèmes. Le Mali est un exemple assez illustratif. Un très grand pays, très peu de population, des intérêts géostratégiques extrêmement importants, mais une armée pas suffisamment outillée et pas assez nombreuse pour faire face à cette question qui n'est pas seulement un problème de rébellion interne, mais qui est un problème de redistribution des rôles en Afrique de l'Ouest avec tous les enjeux dont on va parler tout à l'heure. Il y a aussi la CEDEAO
qui, on l'oublie souvent, a son Conseil de sécurité et de la paix, comme le système des Nations Unies, mais qui peine d'un point de vue sécuritaire à proposer une armée crédible et des approches de défense et de protection de nos territoires crédibles. On a l'Union africaine qui procède par communiqué sans réellement avoir un impact sur toutes ces questions. Alors, quand on parle de guerre, la question principale qui se pose, quels sont les actifs et quels sont les passifs des pays qui sont concernés. Aujourd'hui, la Russie a pris la décision d'attaquer. Elle est dans une approche offensive. Elle est en conquête de territoire, elle est en conquête de biens, elle est en conquête de privilèges. La guerre du Mali est un miroir de la guerre en Ukraine et en Russie. Ce n'est pas un hasard si la Russie, avant même le début de la guerre contre l'Ukraine, était présente au Mali à travers une armée privée. Que ce soit une armée privée ou publique, pour moi le débat n'est pas très important. Ce sont des Russes qui sont en Afrique et qui sont en conquête. C'est cela qu'il faut retenir. Maintenant, sans entrer dans des considérations techniques, nous avons vu tous le tollé que ça a provoqué au niveau des pays occidentaux d'avoir une présence russe en Afrique occidentale et notamment au Mali. C'est parce que justement, ces pays occidentaux qui pensaient être solidement implantés en Afrique pour pomper les ressources, se sont vus ont vu à travers la Russie une concurrence qu'ils n'avaient pas prévue. C'est comme si il y avait un mouton à dépecer, de la viande à se partager, et que ceux qui avaient l'habitude de prendre la plus grande part se sont vus avoir des concurrents. Et ce que nous déclinons, ce que nous déplorons du moins par rapport aux pays africains, c'est notre incapacité à comprendre ces enjeux et d'avoir une proposition et d'avoir une position en termes de bloc africain avec une force de proposition. Nos pays africains, notamment la CEDEAO, a commis la très grande erreur de considérer que le problème du Mali est un problème national et que le Mali étant membre de la CEDEAO, le problème doit être réglé par la CEDEAO suivant les règles classiques du droit de la sécurité de la CEDEAO. Ça a été une erreur. Parce que quand la France et les pays de l'Union européenne sont en territoire malien, ils n'y défendent pas les intérêts de la France ou les intérêts d'un autre pays de l'Union européenne, ils y défendent les intérêts de l'Union européenne. La France étant le pays le mieux introduit dans nos pays, au Mali notamment, la France est la tête de file de l'Union européenne. Parce qu'il faut savoir qu'en matière de diplomatie internationale, ces grands ensembles fonctionnent en un bloc commun, mais leurs intérêts sont déclinés par leurs membres qui sont les plus introduits sur telle ou telle partie du territoire national. Si l'Union européenne doit prendre une politique en matière de sécurité dans les pays d'Afrique francophone, la France, naturellement, prend le leadership, décline les enjeux et définit globalement une politique de l'Union européenne qui sera reprise par l'Union européenne en tant qu'institution. Donc la France, naturellement, est tête de file. Elle défend ses intérêts, mais elle défend aussi les intérêts de l'Union européenne. La baguette que nous mangeons tous les matins, beaucoup ne le savent pas, mais ça s'appelle la baguette parisienne. Elle ne s'appelle pas la baguette parisienne par hasard. Parce que ça vient du blé qui vient de l'Europe, et la façon même de mouler le pain est une façon française de le faire, qui pourrait d'ailleurs être protégée. Si vous voyez des pays comme le Maroc, des pays comme l'Afghanistan que je connais, ils mangent du pain, mais suivant d'autres moules. Nous n'avons même pas eu la lucidité de revoir ne serait-ce que le moule. Nous avons adopté la baguette parisienne. Donc aucune ingéniosité de ce point de vue. Mais le plus grave, c'est d'avoir un repas d'importation qui, pendant 60 ans, n'a pas fait l'objet de recherches qui nous permettent de proposer des produits de substitution. Le produit de substitution n'est pas le produit similaire. Le produit similaire, c'est que bon, ils font du blé, nous avons besoin de blé pour faire du pain, nous allons vers la vallée du fleuve Sénégal et nous allons expérimenter la production de blé. Apparemment, c'est fait, les résultats sont concluants. Mais si le Sénégal avait une bonne politique agricole, il est possible que dans les prochaines années, on ait suffisamment de blé pour faire le pain.
Mais ça, c'est l'intelligence qui te permet d'avoir un produit similaire qui remplace le même produit. Sauf que le premier produit était importé, le deuxième produit est fait localement. Perdre 60 ans pour se rendre compte qu'il suffit qu'il y ait deux pays qui étaient amis, qui étaient dans un même territoire, se fassent la guerre pour que votre souveraineté alimentaire soit remise en cause, c'est un manquement en matière de géostratégie et de diplomatie économique. Ça veut dire que nous n'avons pas su jauger nos forces, nous n'avons pas su évaluer nos faiblesses et nous n'avons jamais pensé à des solutions de remplacement qui font que nous n'avons pas d'autonomie parce que nous dépendons encore de la production agricole d'un certain nombre de pays qui eux-mêmes n'ont pas de stabilité en matière de sécurité. Mais le plus grave encore, c'est qu'au-delà du produit similaire qu'on aurait pu faire sur place, on n'a même pas de produit de substitution céréales purement sénégalaise qu'on aurait pu utiliser. Je l'ai dit une fois, les gens ont un peu raillé, j'ai dit que peut-être qu'on ne peut pas imposer aux populations sénégalaises de prendre du fondé comme petit déjeuner tous les jours à partir du mois prochain, mais si nous travaillons à une appropriation de nos propres productions agricoles, il est possible que la prochaine génération grandisse avec l'idée qu'un petit déjeuner peut être du fondé ou du tchakri totalement fait avec des produits totalement sénégalais. Pour vous et moi, ça va être difficile, parce que nous avons grandi autrement et nous avons des habitudes alimentaires. Mais quand on dirige un État, on doit être dans la prospection, on doit être dans l'anticipation. Si cette idée de souveraineté alimentaire avec des produits de substitution avait été émise en 1960, aujourd'hui nous n'aurions plus la baguette parisienne au petit déjeuner. Nous n'aurions peut-être plus de riz au déjeuner. Nous n'aurions pu nous remplacer tous ces produits par des produits purement locaux. Et c'est là le grand échec de l'Afrique, le grand échec de l'Afrique de l'Ouest et le grand échec du Sénégal, qui a pris l'habitude de vivre, de ronronner sous un rythme qui convient aux grandes puissances, parce que ce sont les grandes puissances qui ont établi les règles de fonctionnement du monde. Nous nous sommes accommodés à ces règles de fonctionnement en pensant que cette paix des braves-là serait éternelle. Nous ne nous sommes jamais mis dans la situation de crise où chacun devra penser d'abord égoïstement à lui-même avant de penser à la solidarité internationale. Et pourtant, nous avions eu un avertissement extrêmement important en 2008-2009 avec les émeutes de la faim. Il a fallu qu'il y ait une crise internationale pour que les pays qui nous vendaient du riz décident de ne plus nous vendre. Parce que face à la crise, ils devaient mettre en place des politiques d'anticipation. Et l'anticipation leur disait, si vous vendez vos réserves et que la crise perdure, vous-même, producteurs, vous allez être dans une situation de déficit céréalier. Il y a une question qui, à mon avis, n'est pas marginale, mais dont on ne parle pas assez, c'est le traitement médiatique de cette guerre Ukraine-Russie du point de vue africain. Bon, vous tous, vous et moi, nous avons Canal, nous regardons France 24, nous écoutons RFI, nous regardons TV5 Monde. Et même sur les crises africaines, purement afro-africaines, nous sommes renseignés, informés par ces grands médias internationaux. Pour savoir aujourd'hui ce qui se passe au Mali, au Tchad, en Guinée, sur les questions de la transition, c'est France 24 qu'il faut regarder. Alors, aujourd'hui, on est dans un monde où l'information joue un rôle capital. En fait, c'est l'information qui détermine la situation. Et c'est l'information qui détermine les intérêts géostratégiques. Et c'est de l'information dont vous disposez qui vous permet de définir une position. Aujourd'hui, la plupart des Africains, y compris les grands intellectuels, définissent leur position, font leurs analyses sur la base des informations qui leur sont données par des canaux communicationnels qui sont en concurrence avec nos propres intérêts géostratégiques. Nos informations viennent encore une fois de RFI et de France 24. J'ai noté récemment qu'il y avait un groupe sénégalais, je pense que c'est le groupe Immédiat, qui avait envoyé un journaliste en Ukraine pour voir ce qui s'y passe. Je pense que c'est une initiative à saluer. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que pourquoi cette Afrique-là, qui est l'objet d'enjeux, ne définit pas en matière de communication ses propres réseaux
pour donner une information authentique. J'insiste sur ce point parce que quand la guerre a commencé et que tout le monde a compris que la frontière est très ténue entre l'information et la communication, entre la communication et la propagande, l'une des premières mesures à être prise du point de vue des pays occidentaux, qui sont les chantres de la liberté de la presse, c'est d'arrêter la diffusion des médias russes dans le pays. RT, Russian Today, c'est une télé que je suivais moi-même, pour avoir un autre son de cloche, pour ne pas toujours avoir le point de vue occidental. Alors, ces pays occidentaux, qui sont les grands défenseurs des droits de l'homme, qui sont les grands défenseurs de la liberté de la presse, ont cru bon d'arrêter la diffusion de ces médias dans leur pays. Qu'est-ce que ça signifie? Ils ont conscience que RT est un média russe qui, sans être dans la propagande ou pas, ne fait pas de jugement de valeur, mais au moins relaie les positions russes. Si vous êtes neutre dans un conflit, comme les pays africains ont essayé de l'être avec la situation de Libye, vous devez avoir les deux sons de cloche. Donc ces pays occidentaux qui sont des donneurs de leçons en matière de droits de l'homme et de liberté de la presse ont tellement compris les enjeux qu'ils n'ont pas voulu que la liberté de la presse soit exercée. Pourquoi? Parce que c'est eux qui disent que ce que les Russes disent, c'est de la propagande, mais eux, ce qu'ils donnent, en fait, c'est de l'information et pas de la propagande. Si on ramène ça au conflit sécuritaire en Afrique, dans la bataille de la médiatisation, si vous regardez un média afro-souverainiste pur, malheureusement il n'y en a pas beaucoup, on va vous dire les autorités de la transition malienne. Quand vous regardez France 24 RTI, ils vont vous dire la junte malienne. La junte malienne est un concept extrêmement chargé. Même le président de la République française, Macron, en parlant des autorités maliennes qui sont le reflet de la population malienne, quoi qu'on puisse dire, parle de junte malienne et les traite pratiquement de bandits. Or, tous les pays du monde ont eu des situations de rupture de l'égalité constitutionnelle. Ils ont été en transition. Même la France a été en transition. Le plus illustre des Français, Charles de Gaulle, est redevenu président de la République en 1958. Et à l'époque, c'est Mitterrand qui est devenu président de la République française et qui était dans l'opposition, qui disait, à propos de Charles de Gaulle et des modalités d'accession au pouvoir, que c'était un coup d'État permanent. Donc, un pays est régi par son droit constitutionnel, mais il peut arriver qu'il y ait une rupture d'égalité pour des circonstances exceptionnelles. Cela n'enlève en rien la légitimité des autorités de la transition, parce qu'ils représentent quand même le pays. Les autorités maliennes aujourd'hui, quoi qu'on en pense, ils ont une signature, ils ont une légitimité, ils ont une représentativité, ils gèrent une transition, et ils ne sont pas moins légitimes que les autorités actuelles de la République du Sénégal ou de la République française. D'ailleurs, quand ça marche, on parle avec eux, on ne leur bénit pas leur légitimité. Quand ça ne marche pas, on dit qu'ils sont la junte. Et j'insistais sur cette question pour montrer que nos pays africains doivent faire l'effort d'avoir la propre définition de leur situation géostratégique à travers l'implication de nos presses et de nos médias dans le monde. Moi, je rêve du jour où je verrai un média français, un média africain du moins, aller couvrir les élections en France et parler des dysfonctionnements dans le processus électoral, parler de tous les dysfonctionnements par rapport à la liberté de la presse, etc. J'aurais aimé, dans une guerre aujourd'hui qui est russo-ukrainienne, qu'il y ait des médias africains qui aillent couvrir la façon dont les Noirs africains sont traités. Il y a eu énormément de scandales là-bas qui rabaissent la dignité de l'homme noir au plancher, mais qui, à part 2 ou 3 petits articles, 2 ou 3 petites correspondances, n'ont jamais vraiment défendu cette dignité africaine. Et vous entendez des experts et des représentants des médias occidentaux qui ont l'outrecuidance dans leur analyse en public, en monovision et devant des millions de téléspectateurs, dire que nous allons accueillir les Ukrainiens parce qu'ils nous ressemblent, parce qu'ils ont les cheveux blonds, parce qu'ils ont les yeux bleus. Cela veut dire que quand c'est les Russes, ils ne ressemblent pas. Quand c'est les Africains, ils ne ressemblent pas. Et ce cynisme a été poussé au point que des étudiants régulièrement établis en Ukraine, qui voulaient traverser la frontière pour aller vers l'Europe de l'Ouest, ont été carrément discriminés parce qu'ils sont noirs. Ça veut dire que même dans la misère, ils n'ont pas su cacher le mépris vis-à-vis de l'homme noir et vis-à-vis des ressortissants africains.
Cela, traité de façon différente par nos médias africains, aurait donné une autre résonance. Mais c'est cette incapacité africaine à se prendre en charge dans les questions internationales de l'heure qui font que l'Afrique n'est jamais vraiment à sa place. Moi, je rêve, je suis un grand rêveur, doux rêveur, panafricaniste, afro-souverainiste, je rêve qu'on ait une France 24 à la dimension africaine. Il y a des initiatives privées qui existent comme Africa 24, mais qui n'ont pas suffisamment les moyens. Il faudrait que l'Afrique assume d'être aussi dans la propagande s'il le faut. Parce que c'est les autres qui considèrent que vous êtes dans la propagande, quand vous considérez que vous êtes dans l'information et dans la communication. Ce que certains médias occidentaux font, c'est de la propagande. Mais ils considèrent qu'ils sont dans l'information. Il doit y avoir des médias africains suffisamment organisés qui émettent pour le 1,2 milliard d'Africains et qui dégagent des positions africaines, qui racontent le récit africain et qui proposent des solutions africaines. C'est de ce point de vue que dans cette guerre médiatique, l'Afrique pourra se faire une position. Il y a, je vais essayer d'aller vite, il y a la question de l'Union africaine, j'en ai beaucoup parlé. Il y a la question de la gouvernance du monde, tout simplement à travers le système des Nations Unies. J'en avais fait 2 points, mais je les agrège, le système des Nations Unies et la recomposition politique au niveau international. Moi, ma conviction est qu'à chaque fois qu'il y a une crise, il y a certes des difficultés, il y a des malheurs, mais il y a toujours une opportunité. Moi, je me rappelle au début de la crise sur le Covid, j'avais fait une interview pour dire que c'est une excellente opportunité pour l'Afrique, au-delà des opportunités. Il y a des gens qui me sont tombés dessus en disant comment on peut, dans une situation de malheur, parler d'opportunité. Donc, il faut être cynique, parce que les Occidentaux sont très cyniques pour défendre leurs intérêts. Aussi bien pour le coronavirus que cette guerre. Vous savez, quand on est dans une situation de crise, les cartes sont rebattues. C'est-à-dire qu'on est en train de changer de monde. Ceux qui avaient les privilèges du monde ancien vont faire en sorte pour que le statu quo se maintienne. Ceux qui ne bénéficiaient pas du statu quo, comme les pays africains, doivent avoir l'intelligence de faire en sorte que les lignes bougent pour que le statu quo en tête ne continue pas à prédominer. Parce que le statu quo ne nous convient pas. Le statu quo aujourd'hui, c'est un système mondial qui est bâti autour du Conseil de sécurité des Nations Unies, où il y a 5 nations qui ont toutes les prérogatives et qui ont un droit de veto. Ces 5 nations ont eu cette puissance et ce droit de veto et toutes ces prérogatives au niveau international parce que c'était les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et encore, on peut même se poser des questions sur la légitimité de la France à faire partie de ce Conseil de sécurité au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que la victoire française n'était pas une victoire franco-française, c'était une victoire africano-française, c'était une victoire africaine. Je ne reviendrai pas sur le blanchiment des troupes de tous nos grands-parents qui sont allés mener cette guerre, qui l'ont gagnée et qui, au moment d'entrer à Paris en France pour célébrer cette victoire, se sont vus relégués au second plan. Parce qu'on ne devait pas donner l'impression que ce sont des nègres africains, des noirs africains du Sénégal qui sont venus sauver la France. Donc, cette victoire n'était pas franco-française au point de mériter que la France soit au Conseil de sécurité. Mais l'histoire a été écrite comme ça. Comment nous devons essayer de profiter de cette crise actuelle pour une redistribution des cartes? C'est l'occasion ou jamais de faire changer les règles. Regardez l'intelligence avec laquelle la Russie est en train d'organiser cela. Regardez tout le consensus qu'il y a depuis la Deuxième Guerre mondiale sur la valeur du dollar, sur le fait que les échanges internationaux doivent être faits en dollars, sur le fait que des monnaies comme le rouble n'ont pas une bonne consistance au niveau international. Quand la Russie a dû faire face à ces sanctions, mais ils ont redistribué les règles. Est-ce que vous avez vu l'Allemagne appliquer les sanctions? Non. L'Allemagne est dans l'Union européenne. L'Allemagne soutient les résolutions du système des Nations Unies, mais l'Allemagne, compte tenu de ses intérêts économiques, ne soutient pas une partie des sanctions. Ça veut dire que chacun essaie de trouver son épingle du jeu. À notre avis, c'est le moment pour les pays africains, non pas pris individuellement, mais en communauté, de remettre sur la table la gouvernance du monde. Je rappelle qu'en Afrique, on ne le dit pas assez souvent, en 1900, ça fait juste un siècle et une vingtaine d'années, nous étions 100 millions. Et parce que nous étions 100 millions dans un continent très grand, très large et très vaste,
que la toute petite Europe, qui était au moins 3 fois plus peuplée, avait pu nous coloniser. On oublie souvent cette dimension démographique de la colonisation. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas 100 millions. Nous sommes 1 milliard de 100. Nous sommes le continent de l'avenir. Nous sommes le continent avec la jeunesse la plus forte. Si nous pouvons travailler ensemble, agréger nos différents intérêts et parler d'une voix, nous pouvons, à travers ce tournant de cette guerre qui a des allures mondiales, participer à la redistribution des cartes. La Deuxième Guerre mondiale a été une tragédie, mais ça a été une tragédie qui a été transformée en opportunité par un certain nombre de pays pour redessiner la carte du monde. La guerre Ukraine-Russie est une tragédie. C'est une tragédie qui doit permettre à l'Afrique, pas le Sénégal, pas le Bénin, pas le Mali, pas le Ghana pris individuellement, mais l'Union africaine doit impulser ce processus. Mais je ne les entends pas. Il n'y a pas suffisamment d'autorité politique et de négociation. Et c'est le principal reproche que je fais à l'Union africaine, qui n'a pas compris que depuis sa création, elle ne doit pas se contenter d'être un syndicat de chefs d'État, mais qu'elle doit parler au nom de l'Afrique pour que l'Afrique arrête d'être piétinée. Donc oui, cette guerre est une tragédie. Oui, nous allons en subir les conséquences, mais c'est une excellente opportunité pour l'Afrique unie de redessiner les contours de la géopolitique internationale. J'avais prévu d'autres points, mais ça commence à faire long. Je vais juste conclure sur ce point justement par rapport à l'Union africaine. Moi, je fais partie d'une génération qui ne réfléchit pas, je ne le dis pas pour choquer les Sénégalais, mais je réfléchis plus depuis longtemps en termes de territoire restreint du Sénégal, de territoire restreint de la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai un parcours de vie qui me montre que tout le mépris du monde à notre égard vient du fait que nous avons des micro-pays, des micro-États, des micro-territoires, des micro-économies, des micro-armées, et pas une voix suffisamment forte. Tant que nos pays, nos présidents ne comprendront qu'il faut d'abord s'affranchir de cette tutelle invisible de l'Occident, une tutelle qui existe encore à travers certains de nos chefs d'État, mais qui n'est pas matérialisée par des accords. C'est des tutelles qui existent parce que nos chefs d'État le veulent bien. Je ne fais plus partie de ceux qui vont tirer sur la France ou sur la Grande-Bretagne ou sur les États-Unis. Parce que le problème, ce n'est pas la Grande-Bretagne, ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis. Ils ont élu des présidents pour défendre leurs propres intérêts. Les Français élisent Macron, je ne sais pas s'il va passer cette fois-ci ou pas, mais en tout cas, ils ont élu un président pour qu'il défende leurs intérêts. Un président français qui défend des intérêts français est ce qu'il y a de plus normal. La normalité, c'est d'avoir un président africain qui ne défend pas les intérêts de l'Afrique. Donc il faut déplacer un peu le curseur. Arrêter de tout le temps taper sur les étrangers qui nous prennent quand même nos richesses, mais ils ne viennent plus nous prendre nos richesses le fusil à l'épaule. Ils viennent nous prendre nos richesses par des éléments de diplomatie économique, par de l'intelligence économique que nous avons, mais que nous n'utilisons pas dans l'intérêt de notre propre pays. Donc il faudrait, à mon avis, qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive au pouvoir. Non pas tant que cette génération-là est moins patriote, mais cette génération-là, malheureusement, est en train de faire continuer un certain nombre de pratiques qui nous paraissent normales et qui sont à notre détriment. Rappelez-vous, j'ai beaucoup répété le fait que le statu quo ne nous convient pas. Et quand le statu quo ne vous convient pas, c'est à vous qui êtes lésés de monter sur la table et de l'écraser. Parce que les autres n'ont pas intérêt à ce que les choses changent. C'est nous qui avons intérêt à ce que les choses changent. L'Afrique en a les moyens. Je pense que si on parvient à avoir une Union africaine forte qui définit une politique commune en matière commerciale, en matière économique, en matière d'investissement, en matière d'agriculture, en matière sécuritaire, une armée africaine qui ne demanderait même pas des moyens supplémentaires colossaux, mais qui serait l'agrégation de nos troupes que nous avons tous plus ou moins. Nous aurions l'une des armées les plus fortes au monde, qui contrôlerait son territoire et qui aurait des capacités de nuisance au point que l'Afrique ne serait plus une terre de conquête. Donc oui, la guerre Ukraine-Russie est un malheur, c'est une tragédie pour le monde, c'est une tragédie pour nos pays sur tous les points que nous avons évoqués,
mais c'est aussi une opportunité pour l'Afrique de redessiner les contours de sa géopolitique, de sa géostratégie. Et c'est de cette façon seulement que l'Afrique survivra. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Abdourahmane Diouf, pour cette très brillante présentation. Moi, je dirais un véritable cours magistral de géopolitique que vous venez de livrer, d'ailleurs dans un amphithéâtre. Alors, je vais prendre le risque, je dirais le risque de relever rapidement quelques idées saillantes donc, de votre présentation, puisque le rôle de modérateur m'y invite, mais sinon je pense qu'on aurait pu nous suffire très largement donc, de votre très brillante présentation. Alors, dans vos propos introductifs, Dr Diouf, vous êtes revenu largement sur la place de l'Afrique dans le monde, en montrant que, certes, l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais que, du point de vue institutionnel, l'Afrique est un continent nouveau. Nouveau parce que les États africains ont accédé à la souveraineté internationale il y a de cela que 60 ans. Mais que l'accession à la souveraineté internationale est faite dans le cadre de micro-États, pris individuellement, n'ont pas un poids suffisant dans la marche des relations internationales, dans le positionnement géopolitique. Vous les avez même qualifiés de fragments d'État, pour relever justement cette faiblesse institutionnelle, et cette faiblesse institutionnelle qui traduit le poids très léger que ces États ont dans la marche donc, du monde. Vous êtes revenu aussi sur ce qui fait la particularité de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Vous avez rappelé que l'Ukraine et la Russie partageaient la même entité politique, c'est-à-dire l'ancienne URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, dans un contexte de relations internationales caractérisé par ce que l'on appelait la bipolarité. Donc deux blocs, le bloc de l'Ouest avec comme tête de file les États-Unis et le bloc de l'Est avec la Russie comme tête de file. Donc ces deux entités ont cheminé ensemble jusqu'aux années 90 avec ce que l'on appelle la chute donc, du bloc soviétique ou la fin de la guerre froide, qui marque l'indépendance des républiques socialistes de l'Europe de l'Est et du Centre, donc l'Ukraine. Et vous avez rappelé que cette indépendance de l'Ukraine constitue le point de départ donc, de ce que l'on peut considérer comme la fragmentation des relations internationales entre la Russie et l'Ukraine, puisque l'Ukraine, une bonne partie donc, de l'Ukraine va s'ouvrir au bloc occidental, notamment un rapprochement envisagé avec l'OTAN, alors que toute la partie est donc, de l'Ukraine est restée pro-soviétique. Donc, vous avez mentionné que la Russie, qui a toujours ses velléités souverainistes, voit mal justement cette orientation pro-occidentale marquée par l'Ukraine. Donc cela va fondamentalement accélérer toute la problématique autour donc, de ce conflit. Vous avez rappelé aussi que dans l'évolution des relations internationales, le principe de neutralité est souvent de mise. Vous avez montré deux types de neutralité. Vous avez rappelé la conférence de Bandung en pleine guerre froide, où les pays dits non alignés donc, se sont retrouvés. Et cette neutralité, vous l'avez qualifiée de neutralité passive. Vous avez souligné aussi l'exemple suisse, cette fois-ci que vous avez qualifié de neutralité active. Et vous invitez les pays africains qui, certes, ont observé une neutralité dans le conflit russo-ukrainien, à aller vers une neutralité beaucoup plus active.
justement une neutralité que vous avez soulignée, puisque vous considérez que cette neutralité des pays africains traduit une souveraineté diplomatique qui mérite effectivement là aussi d'être approfondie. Donc, cette neutralité des pays africains que vous avez qualifiée de Nini, vous dites qu'elle doit être active et coordonnée, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se limiter tout simplement à une neutralité pays par pays, mais une neutralité coordonnée avec notamment des organisations donc, comme l'Union africaine qui devrait jouer et peser donc, de tout son poids. Vous êtes revenu aussi par rapport toujours aux enjeux donc, de ce conflit à sa dimension sécuritaire. C'est un conflit qui éclate dans un contexte où beaucoup de pays africains sont en proie à des questions sécuritaires très importantes. Et vous êtes largement revenu sur ce qui fait la spécificité donc, du cas malien, avec les interactions des grandes puissances et leur intérêt dans ce conflit. Et là aussi, vous avez appelé justement les organisations internationales régionales telles que l'Union africaine, la CEDEAO, à plus s'impliquer dans la recherche donc, de solutions. Une recherche de solutions qui ne doit pas être laissée entre les mains des puissances étrangères. Ces puissances étrangères, même si souvent mettent en avant la dimension humanitaire de leur intervention en Afrique, masquent quand même un jeu d'intérêt, puisque souvent leur intervention s'accompagne d'une volonté de mettre la main sur les ressources qui sont présentes dans les zones de conflit. Et quand on regarde un peu la cartographie des zones de conflit en Afrique, aujourd'hui, les grands foyers de tension, ce sont les zones où les richesses sont extrêmement présentes. Vous avez donné l'exemple du Mali, mais aussi il y a l'exemple donc, de la République démocratique du Congo, qui, malgré le fait qu'il y a depuis plus de 20 ans une mission donc, des Nations Unies présente, on peine quand même à trouver donc, des solutions face à ces crises sécuritaires donc, qui minent le continent africain. Par rapport toujours aux questions sécuritaires, vous êtes revenu largement sur le fait que aujourd'hui la communauté internationale peine à apporter une réponse face à ce conflit ukrainien, face au conflit donc russo-ukrainien. Une léthargie que vous expliquez par le fait que la Russie n'est pas n'importe qui, la Russie est une véritable puissance militaire disposant donc de l'arme nucléaire et que toute intervention en territoire russe doit être mûrement réfléchie. On n'intervient pas en Russie comme on intervient justement en Afrique. Toujours dans vos présentations, vous êtes, par rapport aux enjeux donc, de cette crise, vous êtes largement revenu sur la problématique donc, de la souveraineté alimentaire. Vous avez estimé que, vous avez rappelé le fait que souvent il y a eu des prévisions extrêmement alarmistes pour l'Afrique. Au début de la crise, certains spécialistes se sont empressés à annoncer que les Africains pourraient mourir de faim parce que dépendant du blé, dépendant de la semoule ukrainienne et russe. Des prévisions fantaisistes qui rappellent celles qui ont été faites au début du coronavirus où les gens avaient pensé que les Africains allaient mourir comme des mouches parce que, oubliant que nous avons des États et que nous avons la capacité effectivement d'être résilients par rapport à ces crises. Et que cette crise russo-ukrainienne doit amener à repenser notre souveraineté alimentaire. Et repenser notre souveraineté alimentaire, c'est réinterroger
nos habitudes alimentaires. Vous êtes largement revenu sur la problématique de la baguette. Et repenser cette souveraineté alimentaire, c'est penser à des problématiques de substitution. Et vous avez largement revenu sur l'expérimentation de la culture du blé dans le nord du Sénégal qui nous aurait permis peut-être de ne pas être trop dépendant de la production donc, du blé en Russie et en Ukraine. Vous êtes aussi revenu sur le traitement médiatique donc, de ce conflit. Vous avez expliqué que souvent les grandes puissances qui disposent justement des grands médias ont une longueur d'avance par rapport à la façon de voir, à la façon d'analyser, à la façon de se positionner face à des problématiques comme celles que nous vivons aujourd'hui. Les médias comme TV5, comme Canal, comme RFI, souvent s'écartent parfois donc, de donner l'information en se positionnant comme étant souvent des médias donc, de propagande. Une propagande qui peut influencer justement notre perception des choses et donc notre façon donc, de nous positionner. Et le souhait le plus ardent pour vous, là aussi, c'est que l'Afrique puisse disposer effectivement de grands médias, puisse participer effectivement s'il le faut même, comment dirais-je, à la propagande, merci, à la propagande. Et vous avez terminé par la souveraineté, la gouvernance mondiale, autant pour nous. Donc, un des enjeux donc, de cette crise vous appelle à repenser la gouvernance mondiale. Et l'évolution des relations internationales, vous l'avez montré, est fait de sorte qu'à chaque fois que l'humanité est confrontée à des crises, à des tensions comme celles que nous vivons, on a assisté à une redistribution des cartes. La Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a constitué un tournant majeur dans le concert des nations avec la mise en place donc, de l'Organisation des Nations Unies, caractérisée par le fait qu'elle dispose d'un Conseil de sécurité et qu'à l'intérieur de ce Conseil de sécurité, il y a les 5 membres permanents disposant du droit de veto et que rien n'explique cela que par le fait que ce sont les puissants qui sont sortis victorieuses de la Seconde Guerre mondiale. Et qu'aujourd'hui, il est même curieux, vous l'avez rappelé, de s'interroger sur la place de la France donc, dans ce Conseil de sécurité. Un de mes étudiants m'avait posé effectivement cette question. Je sais pourquoi la France fait partie du Conseil de sécurité, alors même que pendant tous les sommets qui ont précédé la mise en place de l'ONU, elle était absente. Ouais. Donc, ce qui montre qu'effectivement, cela peut paraître quand même curieux. Et que cette redistribution des cartes dans l'échiquier international doit permettre aux pays africains donc, de jouer un rôle majeur, un rôle fondamental, un rôle déterminant dans l'évolution des relations internationales. Et que pour vous, cette place de l'Afrique ne doit pas être prise individuellement, mais que cela doit être coordonné et que des organisations telles que l'Union africaine doivent jouer justement ce rôle avant-gardiste pour que la voix de l'Afrique puisse compter dans le concert des nations et que ce n'est pas toujours, ce n'est pas vu de mauvais œil de penser que les crises, les difficultés telles que la pandémie, la crise russo-ukrainienne puissent être des opportunités pour les pays africains de se repositionner. Donc vous avez terminé en conclusion par des notes beaucoup plus optimistes que j'ai notées sous le prisme de l'afro-optimisme en invitant effectivement l'Union africaine, en invitant les pays africains à s'approprier donc de toute leur souveraineté et que s'approprier cette souveraineté, c'est pouvoir défendre les intérêts africains face à un monde en bouleversement, face à un monde en perpétuelle recomposition, face à un monde en perpétuel donc, mouvement. Voilà, donc je pense, j'ai pris un peu le risque
de vous résumer. Je ne sais pas si j'ai été un peu fidèle par rapport à tout ce que vous avez dit, mais mon intention c'était donc de revenir sur les grands axes donc, de votre communication, encore une fois de plus, que j'ai trouvé extrêmement brillante. Je vous remercie.